Directrice éditoriale au quotidien français Le Monde, François Dorcival, éditorialiste à Valeurs Actuelles et au Figaro, Ziad Limam, directeur du mensuel Afrique Magazine, et puis Maurice Ulrich, éditorialiste à L'Humanité. Dominique Strauss-Kahn est donc un homme libre. 3 mois après son arrestation, le procureur a abandonné cette semaine les charges contre DSK. Dominique Strauss-Kahn qui s'est exprimé pour la première fois mardi à l'issue donc de cette ultime audience à New York. On l'écoute. C'est la fin d'une épreuve terrible et injuste. Je suis soulagé pour ma femme, mes enfants, mes amis, tous ceux qui m'ont soutenu pendant cette période, en envoyant aussi des lettres, des emails. Il faut qu'ils sachent que leur soutien a été très important. J'ai hâte de rentrer dans mon pays, mais j'ai encore quelques petites choses à faire avant de pouvoir partir. Et je m'exprimerai plus longuement quand je serai de retour. Une épreuve terrible et injuste. Sylvie Kaufmann, vous l'avez trouvé touchant? Je dirais pas, non, je choisirais pas ce mot, mais c'est vrai que ça a été une épreuve terrible pour lui, ça je veux bien le croire. Ça a certainement été aussi une épreuve terrible pour la victime présumée, Nafissatou Diallo. Tout ça est assez surréaliste. Ça a commencé avec une dimension totalement surréaliste et ça se termine avec une dimension totalement surréaliste. Si on peut dire que c'est terminé, parce qu'en fait, je crois que les ennuis de Dominique Strauss-Kahn ne sont pas tout à fait terminés. On entendra encore parler. Ce qui m'a frappé depuis hier, c'est un sondage qui a été réalisé, je crois, par l'Institut BVA. On va le voir d'ailleurs, ce sondage. Voilà, et selon lequel 80% des Français sont contre un retour de Dominique Strauss-Kahn au gouvernement, dans la scène politique. Ouais, et 54% des Français qui sont contre son retour en politique. Voilà, c'est énorme. C'est vraiment énorme. Est-ce que vous le comprenez, Sylvie Kaufmann, que les Français n'en veulent plus de Dominique Strauss-Kahn? Je comprends. Bon, il y a évidemment un sentiment de saturation totale sur cette affaire. Et puis ce qu'il faut dire, c'est qu'il n'a pas été innocenté aussi dans cette affaire. Voilà, mais je crois qu'effectivement, ce que traduit ce sondage, c'est d'abord un divorce énorme entre les élites politiques et l'opinion publique. Ça, je crois que c'est très frappant. On s'en doutait un petit peu depuis le début, mais là, on le voit de manière plus claire. Si on tient compte effectivement des réactions des responsables du Parti socialiste ces derniers jours. Et puis, ça montre aussi, je crois, que quelque chose a bougé vraiment dans l'opinion publique, c'est-à-dire que cette fameuse sphère privée qui sacro-sainte en France, qu'il faut à tout prix protéger chez les responsables politiques notamment, en fait, elle n'est plus si protégée que ça. Les hommes politiques maintenant ne sont plus à l'abri de leurs écarts de conduite, alors je ne parle pas de ce qui s'est passé dans cette suite du Sofitel, parce que finalement on ne saura jamais exactement ce qui s'est passé. Il n'y a que 2 personnes qui savent exactement ce qui s'est passé. Mais cette affaire a conduit la presse, les journalistes, tout le monde, enfin les responsables politiques aussi, à parler de la vie privée, du comportement privé des hommes politiques, pas seulement celui de Dominique Strauss-Kahn, mais des hommes politiques en général. Et finalement, voilà, maintenant, tout ça est étalé au grand jour et les Français en ont tenu compte. Alors, je vous propose justement d'écouter l'un des proches de Dominique Strauss-Kahn, c'est Jean-Marie Le Guen. Il estime que Dominique Strauss-Kahn aura un rôle majeur dans les mois et les années qui viennent en politique. Donc, il est bien loin des aspirations des Français. Jean-Marie Le Guen, on l'écoute. C'est un atout considérable pour la gauche, sans doute, mais pour notre pays. Je suis certain, puisque Dominique Strauss-Kahn n'est pas candidat, évidemment, à l'élection présidentielle, qu'il aura un rôle majeur dans les mois et les années qui viennent, en France et en Europe. François Dorcival, quand vous entendez Jean-Marie Le Guen, vous dites qu'il est complètement à l'ouest, là? À l'ouest? Oui, à l'ouest. Ah oui. Je pense qu'il est hors champ et qu'il se trompe sur un point central qui a été développé par Sylvie Kaufmann et qui est très important dans le commentaire du sondage que vous avez dit, c'est que l'opinion publique, précisément parce qu'il n'y a pas eu de procès,
et qu'il y aura quand même une affaire civile, est aujourd'hui convaincu que, n'ayant pas eu de procès, il va y avoir en définitive une négociation et que parce que c'est Dominique Strauss-Kahn, cette femme de ménage dont on ne saura vraiment jamais rien concernant ce qui s'est passé, va obtenir des indemnités importantes. C'est ça la conviction et qui explique l'opinion à travers ce sondage. Ce qui veut dire une chose, c'est que chaque fois que Dominique Strauss-Kahn s'exprimera devant l'opinion publique, en fond d'écran, il y aura cette image-là. Je pense qu'il y a l'idée que les Américains ont développé, qui est ce qu'ils appellent le caractère issue. Comme vous dites, on ne saura jamais ce qui s'est passé dans cette suite, sauf qu'il s'est probablement passé quelque chose de pas très, j'allais dire, catholique, et qui révèle des choses, des failles sur le personnage, sur le caractère. Et donc je pense que c'est ce caractère issue qui va le poursuivre indéfiniment, parce que les gens se disent, bon, quand même, etc. La deuxième chose qui me choque, moi, c'est, bon, vous l'avez plus ou moins dit, c'est cette espèce d'unanimisme béni oui-oui des socialistes. Ouais, alors même le Guardian, qui pourtant est de gauche, a fait un édito sanglant cette semaine, a dit le retour de Dominique Strauss-Kahn, c'est vraiment le déshonneur pour la gauche française. Ce qui est surtout un peu embêtant, c'est que tout le monde devrait prendre un petit peu de recul dans le parti avant de dire qu'il est innocenté, régularisé, tout va bien dans la marquise. Et la troisième chose qui me frappe, c'est que personne ne pense que ce monsieur est probablement extrêmement esquinté. Psychologiquement, intellectuellement, personnellement, il est passé quand même, peut-être qu'il n'était pas conscient, enfin, encore une fois, on ne peut pas parler de sa culpabilité ou pas, puisqu'on ne le saura jamais, mais il a vécu quelque chose sur le plan personnel qui ressemble à une déflagration. Enfin, c'est quelque chose d'extrêmement violent. La prison, enfin, je ne sais pas si vous savez, les gens, enfin, je ne connais pas Rikers Island, mais je préfère pas savoir. Le prep-walk, l'humiliation collective. C'est ce que Vanessa appelle à l'Ouest. La remise en cause de son propre personnage. Je pense que c'est quelqu'un qui va mettre du temps à retrouver une paix intérieure, à se reconstruire, à retrouver un fonctionnement. Mais d'ailleurs, comme certains socialistes lui proposent quand même de prendre un peu de temps, et pas mal de temps pour se reconstruire. Mais bon, je pense que tous ces éléments réunis font qu'on aura une phase de la vie sans que Dominique Strauss-Kahn soit essentiel dans tout ça. Maurice Ulrich. Non, je crois qu'il y a beaucoup de choses là-dedans. D'une part, je pense qu'on peut comprendre la logique de la justice américaine qui est à l'accusation de faire la charge, qui a la charge de prouver ce qu'elle avance. Bon, ça on peut comprendre. Le problème, c'est qu'au bout du compte, effectivement, on n'a pas de procès et il n'y a pas eu de véritable recherche de la vérité. Donc on sort avec quelque chose où un homme et une femme, en l'occurrence, moi j'ai toujours été plutôt sensible et attentif au sort de la présumée victime, parce que quand une femme porte plainte en général pour viol, c'est qu'il y a quelque chose quand même. Hein. Donc, mais de toute façon, on ne saura pas. Donc c'est déjà un premier problème et qui explique sans doute pour une part le sondage, des résultats du sondage. Il y a aussi autre chose, à mon avis, qui est que les gens ont découvert tout d'un coup la vie d'un homme qui ne correspondait sans doute pas à l'idée qu'ils s'en faisaient. Je parle là de l'argent, de cette maison louée à 50 000 $ par mois, mais même des choses extrêmement symboliques, l'histoire des pâtes aux truffes. Moi, j'en ai entendu parler des pâtes aux truffes qu'il est allé manger à peine. Parce que pour les gens, un plat de pâtes à 100 €, c'est beaucoup. Hein, c'est peut-être pas beaucoup. Mais ils ont découvert une autre vision d'un homme politique. En plus, et je crois que je crois que ça a pesé lourd aussi, ça. Parce que du coup, on ne sait pas s'il est coupable, donc ça veut dire qu'il l'est peut-être. Hein. Et deux, il y aura toujours le doute. Il y aura toujours le doute. Et deux, alors sur les socialistes, moi, je suis un petit peu navré de l'attitude aussi des dirigeants socialistes, bien évidemment, qu'il est innocenté, etc. Et de tous de dire... Ils ont tous aussi inventé des nuances extrêmement intéressantes. On va pouvoir travailler avec lui. Oui. C'est un homme exceptionnel qui avait un apport formidable à la France, etc. Alors je termine, François Dorcival. Simplement, je me dis, moi, que pour les dirigeants socialistes, les mois qui viennent, ça va peut-être être plutôt Dominique Strauss-Kahn ou comment s'en débarrasser. Ah mais non, mais alors, bien sûr, toute cette affaire a été un cauchemar pour Dominique Strauss-Kahn, pour la présumée victime et pour le Parti socialiste, naturellement. Parce que comment vouliez-vous qu'il réagisse aujourd'hui alors que le 13 mai au soir, Dominique Strauss-Kahn était l'élu de l'élection présidentielle l'année prochaine.
Pour eux, il est impossible de se replier dans cette affaire-là. Et comment voulez-vous qu'ils réagissent autrement aujourd'hui ? C'est là qu'on voit que la stratégie d'un François Hollande extrêmement sobre, je ne dépense pas d'argent, je suis bien carré, je suis un homme normal, etc. Il y a quelque chose qui doit parler aux gens en ce moment. Je crois qu'il est plus normal que Dominique Strauss-Kahn. Non, mais... Bon, je suis un Français comme les autres. Il faudra définir la normalité. En période de crise, un Français comme les autres, ça passe bien. Comme dit Sylvie Kaufmann, il faudra définir la normalité. Ça peut être le thème d'un débat d'ailleurs. L'iPhone, l'iPad, l'iTunes, l'iPod, c'est lui, c'est Steve Jobs, un révolutionnaire, un génie, un magicien, disait aujourd'hui le quotidien français Libération. Steve Jobs a 56 ans, il est gravement malade. Il a décidé jeudi de démissionner d'Apple, dont il était le PDG. Une page se tourne aujourd'hui pour la marque à la pomme. On écoute Steve Jobs. Désormais, tout le monde peut faire de la musique. Et grâce à cet objet si fin et si léger, c'est tout simplement incroyable. Vous avez fait aujourd'hui un édito très touchant. On avait un peu la chair de poule en vous lisant. Sylvie Kaufmann, au revoir et merci Steve Jobs. C'était un révolutionnaire, un magicien, c'était une rockstar, un génie. Oui, on a voulu rendre vraiment un coup de chapeau à ce grand innovateur, comme a dit un de ses grands rivaux, le cofondateur de Microsoft, Paul Allen, a dit c'est un des plus grands innovateurs de notre industrie, et c'est vrai. Et c'est vraiment ce qu'on a voulu marquer aujourd'hui par cet éditorial à la une du Monde, c'est que c'était un innovateur dans la grande tradition américaine de l'excellence technologique. Et même, nous avons rappelé les noms de Thomas Edison, d'Henry Ford. Ce sont des gens qui ont, à partir de la technologie, qui ont apporté des technologies complexes au peuple, en fait, et qui ont simplifié, qui ont rendu très simple des choses très complexes, qui ont transformé ces technologies en des produits de masse. Quand vous pensez qu'aujourd'hui, 300 millions d'iPod sont en circulation, 110 millions de personnes ont déjà acheté des iPhones qui existent que depuis 2007, je crois. L'iPad, c'est une invention voilà, géniale. L'iPad, je n'ai pas les chiffres, mais ça a un succès extraordinaire et ça nous ouvre des possibilités à nous, journalistes, par exemple, fabuleuses. En même temps que ça bouleverse totalement nos modèles économiques, évidemment. Donc c'est un génie qui a énormément perturbé tous les modèles économiques, ceux de la musique, par exemple, Mais voilà, il a mis cette technologie à la portée du plus grand nombre. Et pour ça, je dois dire, on lui doit un sacré coup de chapeau. C'est pas cadeau quand même. 800 € l'iPad, le pad, le iPhone, c'est pas cadeau. Non, mais je veux dire... C'est un industriel impitoyable. Voilà. Mais je disais juste... Non, mais oui. Non, mais il faut le dire. Mais j'attendais que Sylvie Kaufmann ait terminé. C'est un homme d'affaires stupéfiant, ça c'est clair. Moi, ce qui me touche... C'est une success story aussi à l'américaine, qui vous le rappeler, il était orphelin, il a été vient d'un milieu modeste, il a été viré une première fois, fois, il a été viré, il est revenu. C'est un combat contre la maladie. Et son combat contre la maladie. Moi, ce qui me touche, c'est le côté de tragédie humaine, parce que ces hommes qui ont le monde entre leurs mains, qui sont les maîtres intellectuels ou financiers, etc., qui se révèlent d'une fragilité que nous-mêmes, on essaye d'éliminer de notre cerveau toute la journée en disant que ça ne peut pas nous toucher. Mais comme il dit lui-même en plaisantant, il dit qu'il est l'homme le mieux soigné du monde aussi. Ça aide d'être immensément puissant, et il a les meilleurs médecins. Il a dépassé toutes les estimations pour le type de cancer qu'il a. Il a dépassé toutes les estimations de survie de très loin. Donc, il a depuis 2004, je crois, son cancer du pancréas. C'est un particulièrement méchant. Virulent. Moi, ce que je retiendrai, comme a dit Sylvie, c'est l'homme de marketing et l'homme qui a bouleversé l'utilisation de ces appareils. C'est-à-dire qu'on n'a rien fait de spécial. C'est toujours des téléphones. Mais sauf qu'on a bouleversé l'utilisation. Et d'un seul coup, ça ouvre un monde infini d'opportunités.
à 800 € le iPad. Et oui, Maurice Ulrich, 800 € l'iPad, c'est vrai que non, c'est pas tellement le prix, enfin encore que c'est cher, mais je veux dire, mais ça arrive ailleurs qu'à Paris, New York, c'est qu'en plus on sait que ces produits le coût baisse assez vite finalement d'une manière générale, donc tout ça est évidemment formidable, et bien sûr que c'est quelqu'un de génial. En plus, il a eu ce génie de démocratiser tout ça, c'est-à-dire de dire bon, c'est pas compliqué, voilà. C'est pas compliqué, on va faire simple, ce n'est pas compliqué. Donc ça, c'est formidable et ça explique le succès, un succès qui est phénoménal. Il faut quand même voir que les marges sur certains iPods, c'est de jusqu'à 260%. Donc effectivement, ça gagne beaucoup d'argent. Bon. Et effectivement, il y a ce côté que Sylvie Kaufmann vient de mentionner, qui est vrai aussi, qui est un homme d'affaires impitoyable. Notamment qui a énormément fait travailler la sous-traitance. Et par exemple, son usine en Chine, son sous-traitant en Chine, Foxconn, est quand même une usine qui est réputée pour les conditions de travail inhumaines, avec 18 suicides en 3 ans, 3 morts, des blessés, etc. Donc il y a ça aussi. Bon, donc voilà, personne ne perfect. perfect. Si l'on transfère ça un tout petit peu sur le terrain politique, quelle révolution technologique se transfère sur le terrain politique? Parce que tous ceux qui sont les 300 millions de clients de ces petites tablettes, c'est vraiment une aspiration à un type de consommation, à un type d'accès de la musique, langue, culture, etc. Oui. Est-ce que ça n'a pas, bien sûr que si, est-ce que ça n'a pas de conséquences directes sur l'aspiration de peuples qui, eux, étaient bouclés et qui veulent effectivement avoir ces ouvertures que les autres peuvent avoir. C'est ça. Alors on arrive au terme de cette semaine dans le monde. Il nous reste 1 minute, donc très peu de temps. Je vais vous demander ce qui vous a marqué dans l'actualité de la semaine. Sylvie Kaufmann. Alors moi je parlerai de ce monsieur dont malheureusement je n'arrive pas à prononcer le nom, qui est en Inde et qui fait la grève de la faim. Qui est en train de mobiliser tout le pays, tous les dirigeants, de perturber le Premier ministre qui a dû le sortir de prison pour lui permettre de faire la grève de la faim. Je ne sais pas si c'est un nouveau Gandhi, je crois que ça serait beaucoup trop simple, les choses sont toujours plus compliquées que ça. Mais il a permis d'éclairer un phénomène qui est extrêmement perturbant dans tout le monde émergent, c'est celui de la corruption. François d'Orcival. J'hésite entre 2 événements. L'un, les 20 ans de l'Ukraine. L'Ukraine qui ne pouvait pas être indépendante, eh bien, elle est indépendante et elle a prouvé, dans toutes les difficultés possibles et imaginables, qu'elle pouvait défendre sa liberté. Et l'autre événement qui, d'une certaine façon, est assez paradoxal et amusant, c'est de voir les socialistes espagnols vouloir cette règle d'or contre laquelle les socialistes français sont tellement dressés. Ziad. Moi, je vais vous parler de quelque chose qui va arriver, c'est le débat palestinien aux Nations Unies. Oui. Ça va arriver vite et ça va être très important et très compliqué. Et on va voir l'impact que ça aura et qui votera et qui mettra le veto sur l'adhésion de la Palestine aux Nations Unies. Et je voulais parler, mais comme vous allez en parler toute la soirée, de l'attentat d'Abuja qui montre que si c'est le cas, les franchises d'Al-Qaïda et la guerre entre Al-Qaïda et le reste du monde se déplacent vers l'Afrique, comme on l'a dit déjà depuis un certain nombre de mois. Maurice Ulrich. Pour moi, le fait de la semaine, je dirais, c'est la mascarade des 200 millions d'euros payés par les hyper fortunés, puisqu'on a entendu, semble-t-il, que c'était formidable, que c'était une révolution, que c'était les super riches qui allaient payer. En réalité, tout ce qui va peser sur les ménages et sur les revenus modestes se monte à 6 000 millions d'euros. Si on fait le compte, y compris avec les modifications concernant les mutuelles, etc. Donc on a 6 000 millions d'euros d'un côté et on a 200 millions d'euros de l'autre. Donc on a eu... il ne paye pas que ça. Hein. Il ne paye pas que ça. Il y a aussi... C'est la fin de cette semaine dans le monde. Merci à tous les 4 d'être venus sur le plateau de France 24. Je remonte le magazine. Eh oui, je suis très sympa. Je remonte le magazine de Ziad Limam, Afrique Magazine. Ce mois-ci, Kadhafi, la dernière bataille, si vous voulez connaître toutes les clés, avoir entre les mains toutes les clés d'un conflit sans merci. C'est Afrique Magazine. Très belle soirée à vous. Très bon week-end. Je vous retrouve lundi pour un nouveau débat, 19h10, heure de Paris. France 24 est sur l'iPad. Un outil de géolocalisation pour suivre en temps réel l'actualité internationale. Où
que vous soyez, dans votre ville ou en voyage. France 24 sur l'iPad, des contenus originaux, accessibles partout, à tout moment et gratuitement. France 24 sur l'iPad, l'information où vous voulez, quand vous voulez. Rejoignez-nous à Saint-Brieuc dans votre magazine de l'environnement. En Bretagne, depuis des dizaines d'années, des tonnes d'algues vertes s'échouent sur les plages. Elles sont dopées aux engrais. Dans ce magazine, nous allons voir comment réconcilier agriculture intensive et protection du littoral. Ne manquez pas Environnement, samedi à 11h40, heure de Paris, sur France 24. Dans les hebdos, le samedi depuis la salle de rédaction de France 24, faites le tour des grands titres de la presse mondiale. Dans les hebdos, le samedi à 6h20, heure de Paris, sur France 24.